Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation des curieux quantiques de l'Institut quantique. Aujourd'hui, un sujet fascinant de discussion, l'avantage quantique, ça rime à quoi? Maintenant, avant de sauter dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore inscrit à la liste d'envoi des curieux quantiques, je vous invite à vous inscrire tout de suite. Vous avez le lien qui est mis dans le chat là, à l'instant où on se parle. Ce lien-là, en vous inscrivant, en fait, vous permettra de recevoir toute l'information par rapport à Curieux Quantique. Évidemment, la programmation des différents séminaires, webinaires, mais aussi notre infolettre qui est trimestrielle avec un paquet d'informations extrêmement pertinentes sur le monde du quantique au Québec, à Sherbrooke, évidemment, plus particulièrement. Maintenant, allons-y avec cette présentation. Je suis Justin Lefebvre, je suis au développement des partenariats à l'Institut quantique. Et aujourd'hui, pour nous parler de l'avantage quantique, on a avec nous deux invités pour se mouiller un peu, savoir un peu bon, à quoi ça rime, cet avantage quantique-là. Alors, pour commencer, laissez-moi vous présenter Mehdi Bozoré, qui est responsable du développement commercial et de l'offre chez Cambridge Quantum Computing. Alors, Mehdi, à toi la parole. Si tu veux nous présenter un peu ton rôle chez CQC, mais également, évidemment, qu'est-ce que CQC fait comme activité là, du côté quantique. Donc, Mehdi, la parole est à toi. Eh bien, merci beaucoup, Ghislain. Et encore une fois, merci à tous pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir que de me retrouver à discuter ici avec vous, surtout à propos de l'avantage quantique. Donc, mon nom, c'est Mehdi Bozoret. J'ai un parcours de physicien, en fait. J'ai commencé mes études il y a bien longtemps en France. Et puis, un jour, je suis parti en vacances au Canada, puis je suis jamais retourné en France. Et j'ai atterri à l'université de Sherbrooke, à ce qui est maintenant l'Institut quantique, pour faire une maîtrise en physique théorique et en mécanique quantique. Après, j'ai travaillé pour le centre de calcul scientifique à l'université. Finalement, je suis parti en Ontario en 2006 pour travailler pour une compagnie qui faisait du calcul haute performance qui s'appelait Platform Computing à l'époque, qui a été racheté par IBM. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à IBM pour un bon paquet d'années. Donc, j'ai travaillé à peu près dans tous les domaines, soit techniques, soit non techniques, plutôt du côté développement d'affaires. Et finalement, quand IBM a commencé à mettre ses ordinateurs quantiques en ligne, j'ai littéralement sauté sur l'occasion et j'ai atterri en fin de compte dans l'équipe quantique d'IBM. J'étais en fait le seul employé de IBM Quantum au Canada pendant un long moment. Et puis l'été dernier, en fait, j'ai décidé que j'avais besoin de voir un peu plus que juste une plateforme spécifique et que j'aimerais bien faire un retour vers l'industrie du logiciel. Donc, j'ai quitté IBM et j'ai joint à CQC, Cambridge Quantum Computing, où je m'occupe, comme tu le disais il y a quelques minutes, du développement d'affaires et des offres. Alors, les offres, c'est assez spécial, en fait, parce que pour l'instant, dans le domaine et dans l'industrie, là, personne n'a d'offres en tant que tel, en tout cas au niveau logiciel. Donc, tout mon travail, c'est vraiment au niveau de, premièrement, vente de contrats de recherche, mais surtout monétisation et commercialisation des activités de recherche dans le domaine du quantique, ce qui est assez spécial. C'est un terrain qui est un petit peu inconnu. En gros, il y a pas mal de startups dans le domaine en ce moment-là, et on est tous en train d'essayer de trouver la bonne recette, en fait, celle qui marche. Donc, ce qu'on fait un peu plus en détail, on a un produit, on va l'appeler produit pour l'instant, qui s'appelle Ticket, qui est en fait un Quantum Development Kit et aussi un compilateur qu'on peut utiliser pour avoir des calculs optimisés sur les machines quantiques ou les simulateurs et de changer très rapidement de machine sur laquelle on exécute nos calculs. Après, ce qu'on fait au niveau de la recherche, donc c'est vraiment une entreprise qui est en gros, qui marche avec la recherche. Donc, on a des équipes de recherche en chimie quantique, forcément, c'est le suspect le plus habituel qu'on voit dans le domaine, mais aussi en quantum machine learning et optimisation, finance. Et le dernier qui est arrivé, c'est quantum natural language processing. En gros, Siri boosté au quantique, ce qu'on espère qu'il va arriver dans quelques années. Après, on a aussi une autre partie de la compagnie qui travaille sur tout ce qui est cyber security, en particulier les générateurs de nombres aléatoires quantiques. Et ce qu'on ajoute par rapport aux autres, entre guillemets, c'est vraiment le fait qu'on est capable de certifier que nos nombres sont vraiment complètement aléatoires.
Au niveau des clients, on parle c'est toujours de la recherche, hein, bien sûr. On parle de clients comme Total, par exemple. C'est tout ce qui est carbon capture. On parle aussi de clients comme JSL Life Sciences et Roche dans le domaine des sciences de la vie, mais aussi de clients comme Nippon Steel, par exemple, qui vont à la fois avoir des projets avec nous au niveau de la chimie quantique et des matériaux, mais aussi au niveau de l'optimisation. Et en fait, il y a énormément d'industries qui bénéficieraient grandement de ce que l'informatique quantique peut apporter au niveau des calculs d'optimisation, comme en particulier, donc, on a Nippon Steel, mais aussi par exemple DHL. Donc ça serait des exemples qui illustrent bien ce sur quoi on travaille. Donc voilà pour moi. Excellent. Donc, en fait, je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Mehdi. Avec ce que tu nous racontes, vous êtes au cœur de cette quête, en fait, vers l'avantage quantique. Donc, j'imagine que je ne veux pas te lancer tout de suite sur cette piste-là, mais on y reviendra dans quelques minutes. Mais j'imagine que tu en auras long à dire sur le sujet. Donc, ça va être intéressant là, de pousser plus loin la discussion avec toi. Maintenant, pour fait comme second invité aujourd'hui, on a avec nous Alexandre Blais, qui est professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut quantique. Donc, Alexandre, à toi la parole. Ouais, ben, premièrement, comme dit aussi, merci pour l'invitation, pour l'initiative. Donc, c'est une question intéressante dont on va débattre, puis j'ai bien hâte de voir le point de vue de Mehdi, en fait, sur ça. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, moi, en recherche, puis tout mon groupe, c'est le développement d'architecture pour les ordinateurs quantiques. Justement, on fait du travail théorique à ce niveau-là. Une des particularités du groupe, c'est que le travail théorique qu'on fait est en très étroite collaboration avec des groupes expérimentaux à l'Institut quantique, mais aussi un peu partout à travers le monde qui réalisent ces idées-là, qui testent ces idées-là au laboratoire. Donc, c'est la théorie qui est très rapidement mise à l'épreuve expérimentale. Donc, j'ai parlé d'architecture d'ordinateurs quantiques, mais plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en circuit. C'est une architecture d'ordinateur quantique qui est basée sur les circuits supraconducteurs, les qubits supraconducteurs. On aura la chance de parler de qubits un peu plus tard. Et c'est une architecture auquel j'ai participé au développement et qui est maintenant utilisée par justement IBM comme Mehdi parlait, la plateforme en ligne d'IBM est basée sur ces idées-là. Même chose pour Amazon, Alibaba, Google, dont on parlera abondamment aujourd'hui. Mais aussi par des startups, par exemple la startup Noir Quantique à Sherbrooke, qui travaille sur des idées associées à ça. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on fait dans le groupe? On s'intéresse vraiment à améliorer chacune des composantes de l'ordinateur quantique. On va en parler aujourd'hui de grand nombre de qubits, grand pour l'époque dans laquelle on vit, là, une cinquantaine, une centaine de qubits. Mais il reste encore du travail à faire, à revenir à 1 qubit, 2 qubits, 3 qubits, puis améliorer chacune de ces composantes-là pour arriver vraiment à un avantage quantique utile. On en reparlera. Il faut encore améliorer chacune de ces composantes-là et c'est vraiment la spécialité du groupe, que ce soit à développer des qubits plus robustes, des opérations logiques plus efficaces, plus rapides, améliorer la mesure de l'information. En contrepartie, on s'intéresse aussi à utiliser ces ordinateurs-là, les ordinateurs de taille intermédiaire, qui ont une cinquantaine, bientôt une centaine de qubits, pour pour commencer à exploiter un peu cette puissance-là qui est cachée à l'intérieur de ces devices-là. Puis finalement, un dernier axe de recherche que je peux mentionner, c'est que ces circuits supraconducteurs quantiques-là, ça donne aussi que c'est une façon tout à fait nouvelle de penser à un domaine de la physique qui est l'optique quantique, qui est un domaine complètement séparé et en soi. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ces circuits supraconducteurs-là, c'est une façon les plus excitantes d'étudier ce concept d'optique quantique-là. Puis ça amène à toutes sortes d'applications qu'on n'avait pas nécessairement vues a priori, comme par exemple le développement récent de photodétecteurs. Photodétecteurs pour mesurer des photons micro-ondes uniques, développés dans le contexte de cette recherche-là, qui est maintenant utilisée pour la recherche de la matière noire, par exemple. Donc, on voit la recherche est complètement fondamentale à avoir des applications dans les endroits où on n'avait pas
pas prévu a priori. Donc, je pense que ça fait le tour de ce qui intéresse le groupe architecture d'ordinateurs quantiques, améliorer les composantes. OK, donc si je comprends bien, tu es parti du côté hardware, tu as tranquillement des projets qui sont du côté software, donc on va vraiment de la base des ordinateurs quantiques vers éventuellement l'utilisation des ordinateurs quantiques, puis là même un troisième axe, donc avec l'optique, là, mais qui est complètement à part de l'informatique quantique. Oui, tout à fait. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation de vos rôles respectifs, de vos travails respectifs. Maintenant, ce que je vous proposerais afin de mettre la table à la discussion là, qui va suivre, ce serait de faire un tour d'horizon de différents éléments que j'ai trouvés sur le web dans les derniers jours. Puis j'aimerais peut-être mettre la table avec ça pour voir que, dans le fond, l'avantage quantique, en fait, il y a beaucoup d'angles avec lesquels on peut s'attarder à ce sujet-là. Et puis, c'est ça. Allons-y avec ce qui est disponible comme information sur le web. Puis ensuite de ça, on pourra peut-être partir de la discussion autour de ces différents thèmes-là, puis voir un peu qu'est-ce qui vous accroche dans ces différents détails-là. Bon, à commencer, je vous dirais par les différents pays. On peut prendre l'avantage quantique avec un angle national et voir un peu comment différents pays s'intéressent au quantique, à l'informatique quantique plus particulièrement, et pourquoi dans le fond, parler des différents pays, je pense que c'est peut-être un bon exemple de dire, effectivement, il y a probablement un avantage quantique à la clé s'il y a autant de différentes nations qui décident d'investir massivement en quantique. Pour vous donner un exemple, donc le Quantum Flagship, ça c'est du côté européen. En termes d'investissement, on parle de la phase 2018-2021 qui va se terminer un peu plus tard cet automne, mais qui est en réalité un projet sur 10 ans. On parle de plus d'1 milliard d'euros d'investissement sur 10 ans. Et je vous dirais, surveiller là, les annonces cet automne du côté de l'Europe. On va voir si effectivement les montants restent du même ordre de grandeur que ce qui avait été prévu ou si, et ce n'est pas impossible, il y aura des augmentations de ce côté-là. Si on regarde juste du côté français, par exemple, la stratégie nationale sur les technologies quantiques a été lancée en janvier dernier. Vous le voyez, donc la couverture du document, lancée le 21 janvier 2021. Côté investissement pour la France, on parle de sommes quand même assez importantes avec 200 millions d'euros par an sur 5 ans, ce qui place la France au troisième rang mondial en termes d'investissement, donc derrière la Chine et les États-Unis, donc en termes de montant total d'investissement en quantique. Troisième exemple, vous avez les États-Unis, donc avec la stratégie nationale américaine. Du côté des États-Unis, on parle d'un projet là, de plus de 400 millions de dollars américains par année. Donc, comme vous pouvez voir, des investissements qui sont colossaux. Et ça, vraiment, c'est la pointe de l'iceberg. Bon, évidemment, je vous en ai donné qui sont importants, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont engagés dans cette voie-là de développer les technologies quantiques. Au Canada, il y a une stratégie nationale dans laquelle on entend parler à l'occasion, mais qui n'est pas encore lancée. Donc, il faudra patienter encore quelques temps là, avant de voir exactement ce qui se passera. On sait qu'il y a quand même énormément d'investissements, tant du côté canadien que du côté québécois, dans les technologies quantiques. Encore là, on en entend parler régulièrement. Je vous dirais même surveiller vos médias préférés. Vous en entendrez parler assurément dans les prochaines semaines. En tout cas, du côté de Sherbrooke, il y a beaucoup d'actions, je peux vous le dire. Donc, ça, c'est du côté national. On voit qu'il y a de l'engouement et on peut se douter que s'il y a cet engouement-là, c'est parce qu'il y a probablement un avantage quantique à la clé. Maintenant, si on regarde du côté des entreprises, vous avez probablement entendu parler il y a 1 an et demi, bon, c'est incontournable, Alexandre en a déjà fait référence dans son introduction. Il y a une équipe chez Google qui a dit on est arrivé à faire un calcul en 3 minutes, bon, on dit 200 secondes, donc 3 minutes 20 secondes, un calcul sur un ordinateur quantique qui aurait pris sur l'ordinateur le plus performant au monde plus de 10 000 ans. Donc, on en arrive avec la conclusion que, oui, on a franchi ce stade-là de l'avantage quantique. Bon,
il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur cette nouvelle-là. On sait que c'est un problème qui a été résolu, qui a en fait, à toute fin pratique, aucune utilité. Donc, c'est un problème qui avait comme caractéristique d'être difficile à résoudre, mais d'être facile à prouver qu'on avait réussi à obtenir le bon résultat. Mais en même temps, au-delà d'un intérêt scientifique, il n'y avait pas nécessairement d'utilisation pour ce calcul-là en question. Ça a fait couler beaucoup d'encre, je viens de vous le dire. Entre autres, IBM qui a répliqué dans les mois qui ont suivi. On s'entend qu'il y a cet enjeu commercial-là. Donc, IBM qui est arrivé en disant, en faisant le calcul un peu différemment, nous, on y arriverait en 2,5 jours. On parle quand même de 2,5 jours en classique versus à peine plus de 3 minutes en quantique. Et la nouvelle que je vous présente à l'instant, c'est une équipe de scientifiques chinois qui, eux, ont utilisé des réseaux de tenseurs là, pour arriver à résoudre ce même problème-là. Eux, ils arrivent avec un calcul qui se fait autour de 5 jours. On voit la notion d'avantage quantique qui se pointe à l'horizon tout de même avec cette nouvelle-là qui fait couler beaucoup d'encre et j'ai l'impression qu'on n'a pas terminé d'en entendre parler. Maintenant, si on regarde du côté de, le Boston Consulting Group nous définit un peu l'horizon de développement quand on regarde du côté du type d'algorithmes qui peuvent être roulés sur des ordinateurs quantiques. Ce qu'il faut dire avant peut-être de se plonger dans ce graphique-là, c'est qu'on est actuellement dans le NISQ era, donc dans le Near Term Intermediate Scale Quantum Computing. Donc, on a, qu'est-ce que ça veut dire le NISQ en question? Donc, on a des ordinateurs qui sont quantiques, mais qui sont très bruyants. Donc, il n'y a pas nécessairement, ce n'est pas des qubits parfaits qui sont à l'intérieur de ces ordinateurs-là. Donc, il y a beaucoup de corrections d'erreurs qui doivent être appliquées à différents stades des calculs pour être capable de retirer éventuellement un avantage quantique là, quand on aura identifié les meilleurs algorithmes à rouler sur ces ordinateurs-là. Vous voyez sur un horizon, 3 à 5 ans, le Boston Consulting Group nous dit, voici le type de calcul auquel on peut penser. Quand on regarde un horizon 5-10 ans, on aura des impacts en affaires qui seront peut-être un peu plus grands. Et ensuite de ça, sur un horizon 10-20 ans, je serais très curieux, Mehdi, Alexandre, de vous entendre tout à l'heure sur votre appréciation, en fait, de cette prédiction-là ou de ces prédictions-là, parce qu'évidemment, on est dans le domaine du spéculatif, du prédictif. Est-ce que, selon vous, c'est réaliste de penser en ces termes-là? Et en même temps, quels sont les défis qui se dressent sur le chemin, là, donc d'un avantage quantique là, qui découlera de ces différents algorithmes-là là, qui sont entrevus dans un futur proche? Maintenant, si on reste toujours avec des résultats du Boston Consulting Group, mais qu'on y va d'un point de vue plus applicatif, si on prend l'exemple du climat, donc si on veut utiliser l'informatique quantique pour combattre les changements climatiques, j'aurais pu prendre encore là beaucoup d'autres exemples. Mehdi en a parlé tout à l'heure en finance, en optimisation, mais j'ai choisi de vous présenter ce champ d'application-là. Ça vous donne un peu l'idée, donc encore là, dans le NISQ dans lequel on se trouve là, sur un horizon 5-10 ans, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme application et comme retombée pour des changements climatiques? On voit on sait qu'il y aura des grands impacts si on arrive effectivement à travailler sur des nouvelles façons de produire des fertilisants. Évidemment, la production fertilisant dans le monde, c'est un impact majeur en termes énergétiques. Si on est capable d'utiliser l'info quantique pour améliorer les capacités de production des fertilisants, on aura gagné d'un point de vue humanité énormément. Et vous avez différents types d'applications qui sont entrevues encore là, dans un horizon 5-10 ans, dans un horizon 10 ans et plus. Et toujours, je serais curieux de vous entendre sur le réalisme, en fait, de ce genre de prédiction-là. Donc là, on a regardé le côté des stratégies nationales. On a regardé le type d'algorithme, les applications. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas parler d'avantage quantique sans parler des entreprises qui sont en fabrication de hardware. Je vous en ai trouvé 4 qui ont publié leur feuille de route pour les prochaines années dans le développement de l'ordinateur quantique. IBM et Google utilisent des qubits supraconducteurs dont on a entendu parler, donc qui intéressent particulièrement Alexandre là, dans ses recherches. Et IonQ et Honeywell, de leur côté, sont plutôt du côté qubits à ions piégés. Donc, un autre type de qubits qui sont utilisés là, au cœur de ces ordinateurs quantiques-là. Et les 4 compagnies nous ont présenté leur feuille de route, voir un peu comment chacune voit les avancées dans les
prochaines années. Et on voit effectivement que, bon, aujourd'hui, on parle de quoi, quelque part entre 50 et 100 qubits qui sont disponibles. Encore une fois, des qubits qui sont très bruyants, des qubits qui sont imparfaits, mais quand même qui présentent tranquillement des possibilités de développer des algorithmes. Mais en même temps, on a énormément de promesses pour les prochaines années. Donc, les entreprises sont extrêmement ambitieuses dans la présentation des différents plans. Donc, ce sera encore là intéressant de vous entendre là-dessus. Et finalement, en fait, j'aimerais terminer ce petit tour d'horizon avec, écoutez, avec Tom Mala qui est à la technique actuellement, là, qui est derrière la scène, mais quand même avec qui on a brainstormé énormément dans la préparation du webinaire de cet après-midi. On est arrivé avec la définition suivante. Donc, l'avantage quantique, est-ce que ça serait réussir à résoudre des problèmes impossibles à résoudre classiquement? Donc, j'aurais le goût de vous lancer peut-être avec cette première question-là. Est-ce que pour vous, effectivement, c'est comme ça qu'on définit l'avantage quantique ou est-ce qu'il y aurait des nuances à apporter dans la définition avec laquelle on arrive ici? Alors, là, je vous passe la parole. Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la balle au bon ici. Écoute, je peux commencer. Si ça ne t'embête pas, Alexandre. Là. Il y a une chose que j'ajouterais par rapport à cette phrase-là, c'est que pour moi, l'avantage quantique, c'est vraiment aussi quand au niveau industriel, l'industrie va être capable de générer une valeur ajoutée avec l'utilisation des technologies quantiques, et en particulier dans le cas qui nous intéresse de l'informatique quantique. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va amener à une avancée. Comme tu le mentionnais il y a quelques minutes à peine, l'optimisation du processus pour fabriquer des fertilisants, par exemple, ou ce qu'on est en train de travailler avec Total sur la capture du CO2, là, c'est vraiment ça qui va aussi faire avancer les choses, en tout cas de mon point de vue. Oui, en fait, donc je suis d'accord avec évidemment ce que Mehdi a dit. Là, on va avoir un impact, l'impact va être décuplé quand ça va avoir un impact d'un point de vue commercial. Là. Ceci dit, je peux quand même rajouter que le développement qui est déjà fait pour l'ordinateur quantique a déjà un impact pour la recherche. Ça, ce n'est pas à négliger. Donc, on peut se servir. C'est déjà un outil de recherche extrêmement puissant, les dispositifs quantiques qu'on a déjà. Donc, il y a déjà un avantage, dans le fond, en recherche. Par rapport à la phrase, moi, j'aimerais peut-être juste rajouter le mot efficace. Donc, on va être capable de solutionner de façon efficace avec un ordinateur quantique. Parce que c'est une petite précision, mais il faut quand même que la vitesse d'horloge de cet ordinateur quantique-là soit utile. Là. Puis, Alexandre, quand tu nous dis que c'est déjà utilisé en recherche, donc dans le fond, ce que je comprends, c'est que oui, il y a des machines aujourd'hui, il peut y avoir du bruit, mais ça reste déjà intéressant d'un point de vue scientifique et avancé des scientifiques, donc dans la compréhension de ce qui est là, donc d'utiliser ces machines-là. Puis, à quel niveau est-ce que ça se situe, cet intérêt-là là, actuellement là, pour la recherche? Il y en a vraiment plusieurs, mais je peux revenir sur un exemple que j'ai déjà donné. Là, désolé, je vais revenir sur quelque chose qui intéresse mon propre groupe, mais j'ai parlé d'optique quantique, c'est de la recherche complètement fondamentale. Puis une des choses qui nous a intéressés dans les dernières années, c'est donc le développement de photodétecteurs micro-ondes. On est capable de mesurer un photon micro-ondes à la fois. C'est possible de faire ça avec des photons optiques. C'est tout à fait standard, c'est utilisé. Il y a plusieurs applications pour ça. Pour les photons micro-ondes, ce n'était pas encore possible. Maintenant, ça le devient possible. C'est maintenant possible. Puis quand je disais, on se rend compte maintenant et ces détecteurs-là, en fait, sont basés sur des qubits supraconducteurs, la même technologie qui est utilisée pour construire les ordinateurs quantiques. On leur fait juste les utiliser d'une façon légèrement différente, puis maintenant nous permettre de faire ces mesures-là. Et ça a toutes sortes d'applications, dont l'accélération de la recherche de la matière noire. Donc, ça peut répondre à une des plus grandes questions de la physique. C'est quoi l'avenir de l'univers? La présence ou l'absence de matière noire va nous aider à répondre à ça. Mais ça, c'est juste un des exemples. Il y avait un autre exemple, encore une fois sur la matière noire, un papier dans Nature, il y a environ 2 semaines, qui utilise des états comprimés de la lumière qui sont générés par des amplificateurs
qui ont été développés pour mesurer les qubits supraconducteurs. Donc, ce n'est pas l'ordinateur quantique, mais c'est une conséquence directe de la recherche sur le développement de l'ordinateur quantique qui maintenant sert dans un domaine complètement différent. Puis ça, on pourrait en sortir plein d'autres exemples comme ça. Donc, c'est déjà un accélérateur de recherche. Oui, là, en fait, si je peux me permettre, là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Alexandre, là, je suis 200% d'accord. Là, ce qu'on a vu dans les dernières années, en fait, les investissements massifs des gouvernements dans l'informatique quantique, en fait, ça a vraiment accéléré la recherche dans le sens où c'est une espèce de course contre la montre. Qui va être le premier à atteindre l'avantage quantique ou, selon certains, la suprématie quantique? Mais toujours est-il que les investissements sont faits dans la recherche pour l'instant et pas encore dans le domaine applicatif pour résoudre des problèmes vraiment concrets là, parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de les résoudre maintenant là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accélérer la recherche pour démontrer qu'on va être capable de les résoudre quand les ordinateurs quantiques seront suffisamment puissants finalement. OK, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que effectivement, les ordinateurs actuels du NISQ Era sont très bruyants. Il n'y a pas encore d'application. Demain matin, si une entreprise investit, il n'y a pas de retour sur investissement au bout d'un an ou de 2 ans, mais on regarde à plus long terme. Maintenant, est-ce que les prédictions que je vous présentais tout à l'heure là, du Boston Consulting Group te semblent réalistes, Mehdi, de ton côté? Toi qui es en entreprise et qui as ce regard-là, dans le fond, vraiment avec une vision d'affaires du développement des ordinateurs quantiques, qu'est-ce que ça dit comme prévision ou comme façon d'appréhender ce qui s'en vient dans un horizon 5, 10, 20 ans? En fait, comment j'en parlerai un petit peu différemment du Boston Consulting Group. Je dirais que pour les entreprises qui sont capables d'investir quand même des sommes assez conséquentes dans la recherche, en gros, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est est-ce que le use case que je suis capable plus ou moins de résoudre classiquement en ce moment, que va me donner en termes d'avantages justement à l'utilisation d'ordinateurs quantiques. Et rien que le fait d'avoir la preuve que soit le use case il est valide, soit il n'est pas valide, d'avoir une bonne idée en fonction des roadmaps des différents vendeurs, quand ils vont être capables d'extraire une valeur commerciale de l'écosystème, pour eux, au niveau de la mitigation du risque, c'est déjà énorme, parce qu'ils savent. C'est vraiment la grosse différence, la différence entre deux personnes, une qui a aucune idée et l'autre qui sait, bon, pas demain à 23h54 là, mais qui sait que dans un avenir proche, disons un horizon de 5 ans, il y a quelque chose qui va se passer, donc ils vont pouvoir bénéficier. Et c'est vraiment ce que nos clients cherchent en fait. Puis, ça me rappelle en fait une anecdote. Alexandre, je t'ai déjà entendu dire que quand tu as commencé ta carrière, tu étais considéré comme un physicien théorique, puis que sans avoir changé nécessairement ton approche, aujourd'hui, tu es rendu très, très près de l'applicatif. Dans le fond, c'est le monde des ordinateurs quantiques qui a évolué autour de toi et non pas nécessairement ton approche en tant que telle. Je trouve que ça reflète quand même ce qu'on est en train de dire au sens où il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, il y a 5 ou il y a 10 ans, c'était, ou 15 ans, mais c'était les premiers qubits, donc des systèmes à 1 qubit qui étaient fabriqués, éventuellement 2, être capable d'appliquer des portes quantiques sur 2 qubits. Donc, on parlait vraiment de très, très petits systèmes. Aujourd'hui, on est rendu déjà à 50. Donc, l'évolution est phénoménale au cours des dernières années. Toi, de ton côté, comment tu vois cette prédiction-là de l'évolution du hardware? Parce qu'évidemment, on peut quand même se baser sur le passé qui est récent, mais quand même, l'évolution est assez fabuleuse, là. Oui, ben, une chose que peut-être tu m'as déjà entendu dire aussi, c'est que à chaque fois que je fais des prédictions, je me trompe, mais je me trompe toujours de la même façon. C'est que ça va toujours plus vite que je pense que ça va aller. Donc, ça, c'est un signe d'accélération, parce que si je regarde ce qui s'est passé dans la dernière année, à chaque fois, je me dis, ben non, on n'ira pas si loin que ça dans la prochaine année, les 5 prochaines années, mais ça, systématiquement, je me trompe, toujours de la même façon. Donc, il y a vraiment une accélération, mais il ne faut pas, ceci dit, il faut être conscient qu'il reste beaucoup de travail. Ce n'est pas un problème facile, mais on le voit déjà, même avec ces échelles intermédiaires-là, ça fonctionne. Les avancées sont bien concrètes, bien réelles. Puis
qu'est-ce qui te fascine le plus? Tu sais, si je te dis, là, il y aurait un élément là, à soulever là, dans le fond, dans ces avancées scientifiques, en fait, qui sont fabuleuses. Encore là, hein, c'est de parler de l'infiniment petit, être capable de contrôler ces phénomènes-là pour en arriver à avoir des applications qui sont, qui étaient impensables il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que ça serait, là, un élément que tu dis ça, là, d'un point de vue réalisation pour l'humanité, c'est formidable. Oui, ben, il y a plusieurs choses que j'aurais le goût de dire, mais je vais prendre vraiment ma perspective de physicien, puis qui s'est toujours fait dire que le quantique, c'est l'infiniment petit, que ça s'applique vraiment pour les atomes. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est réécrire le livre. Avec cette recherche-là, on est en train de dire non, écoutez, le quantique, ça s'applique sur des échelles aussi grandes qu'on veut. Récemment, avec un groupe de Zurich, on a réussi à montrer l'enchevêtrement, donc l'état le plus étrange quantique, l'état qui, en fait, avait poussé Einstein à, de certaine façon, renier la mécanique quantique parce qu'il dit s'il y a des enchevêtrements qui existent, si la mécanique quantique prédit l'enchevêtrement, c'est tellement étrange que la mécanique quantique doit être fausse. Donc, malheureusement, pour Einstein, ça s'est montré bien réel. Mais on a réussi à enchevêtrer 2 qubits séparés par 5 mètres dans 2 frigos à dilution. Donc, toutes les préconceptions qu'on a sur le quantique, dans le fond, il faut les revoir. On est en train de vraiment changer la définition même de ce qu'on veut dire par mécanique quantique. Puis ça, si j'oublie toutes les applications, j'oublie toutes les avancées qu'il y a eu, je trouve ça en soi fascinant comme développement. Puis, encore une fois, on se rapproche de l'avantage quantique avec ce que tu es en train de nous dire, ne serait-ce que d'un point de vue avancé et compréhension scientifique. Il y a un avantage qui est amené par le quantique là, avec tout ça. Mehdi, écoutez, quand vous me parlez à un et l'autre, je prends beaucoup de notes, comme vous pouvez voir. Je t'ai déjà entendu dire que si. Puis, en fait, Alexandre en a parlé brièvement dans un de ses commentaires un peu plus tôt. Je t'ai déjà entendu dire si tu veux aborder un algorithme quantique qui présenterait un avantage, mais que tu loads tes données n'importe comment, oublie ça, l'avantage quantique, il ne se passera rien. Il y a vraiment une stratégie à avoir pour être capable d'être efficace. Donc, on reprend le mot qu'Alexandre a amené tout à l'heure pour être capable de dire, ben oui, on va avoir la bonne stratégie, être capable de mettre tous les éléments de notre côté pour en arriver à avoir cet avantage quantique-là. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire loader un problème n'importe comment ou à l'inverse, comment il faut faire pour bien faire les choses? Ok, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Et en fait, ça tombe bien parce qu'il y a pas si longtemps, en fait, j'ai écrit un chapitre d'un livre en ligne qui s'appelle Qiskit Textbook et qui est utilisé par plein de gens pour finalement faire l'enseignement de l'informatique quantique. Et le chapitre que j'écris avec un de mes anciens collègues d'IBM, c'est sur le traitement quantique d'images, Quantum Image Processing. Et la première étape qu'il y a à faire, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre une image et la faire rentrer finalement dans l'ordinateur quantique. Donc, il y a différentes méthodes pour prendre des données qui sont classiques et les mettre sur notre quantum processor finalement. Et cette étape-là, en fait, peut être soit extrêmement efficace, et pour revenir à ce qu'Alexandre disait, c'est exactement ce qu'on veut, mais en gros, si jamais on rate notre coup, on va gâcher l'avantage qu'on peut atteindre avec les opérations subséquentes qu'on fait sur notre image quantique, juste parce qu'on s'est mal débrouillé pour traduire finalement cette information classique vers un état quantique. Donc, c'est vraiment ça le but du jeu. En plus, comme on n'est pas chanceux, on n'a que des ordinateurs quantiques et on n'a pas de mémoire quantique. Donc, on peut pas s'imaginer, oh, tu sais quoi, là, on va tout loader avant, mettre ça dans une espèce de mémoire quantique, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant, et puis après, on va procéder de la même manière qu'on procède avec nos ordinateurs classiques, finalement. Non, c'est vraiment comment encoder de l'information classique dans des états quantiques qui est difficile. Donc, il y a pas mal de méthodes qui sont disponibles, mais pour conclure, c'est une étape à laquelle il faut faire extrêmement attention, parce que si on a le meilleur algorithme quantique qu'on est capable de trouver, si jamais, encore une fois, on le gâche finalement, parce qu'on n'est pas capable de manière efficace de, encore une fois, transposer l'information classique vers un état quantique, on n'a pas fait beaucoup de chemin finalement.
Donc, c'est ça OK, l'idée. donc J'espère que j'ai été assez clair. dans la compréhension même du quantique, dans la stratégie à utiliser, là. Donc, c'est vraiment c'est le premier enjeu avant même de sauter dans les algorithmes quantiques. C'est ce que tu nous dis. Exactement. Et en plus, ce que j'ai remarqué surtout quand j'étais à IBM et que je faisais des présentations de manière régulière à plein de gens, c'est qu'une chose qui est absolument pas possible, c'est de se dire qu'on va prendre notre meilleur algorithme classique et on va le quantifier ou utiliser n'importe quel mot. C'est juste pas comme ça que ça marche du tout. Le processus, et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour toute l'industrie finalement de se former au quantique. Il faut vraiment reculer, regarder le problème d'une autre manière et finalement repenser toute la solution du problème. OK. Puis, si je vous posais la question, dans le fond, l'avantage quantique, est-ce que c'est le but à atteindre ou est-ce que c'est juste un élément sur le parcours, dans le fond, dans ce qui s'en vient dans les prochaines années? Ben, je veux que tu y ailles, Mehdi. Je peux dire que c'est un des buts à atteindre parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle d'ordinateur quantique, puis c'est clair que quand l'ordinateur quantique aura l'avantage quantique comme on l'a défini, là, on aura atteint un jalon vraiment important, mais encore une fois, c'est juste une des technologies quantiques qui émergent. Euh, donc, il y en a plusieurs jalons importants dans ces différentes technologies-là, puis sont tout aussi importantes que l'ordinateur quantique, là. Mais dis de ton côté, est-ce que tu En- as quelque chose à Non, ajouter? entièrement d'accord. Pour moi, c'est vraiment comme l'a dit Alexandre, c'est vraiment un point, donc genre un point sur la carte dans le grand parcours de l'humanité finalement. Et, euh, et en fait, ce que j'attends avec impatience de voir, c'est non seulement le moment où quelqu'un va atteindre l'avantage quantique, ok, ça c'est cool pour être honnête, mais aussi une des étapes d'après qui va être quand on va être capable d'effectuer des calculs qu'on n'aurait jamais été capable d'effectuer avant. Parce qu'il y a une partie, tout le monde parle de l'accélération exponentielle. Ok, c'est une accélération, mais aussi ce que ça va nous donner, toute cette technologie, c'est vraiment d'ouvrir la porte vers une nouvelle classe de calcul qu'on n'a jamais été capable de faire avant. C'est exactement le point de l'article de Google, là, quand on parle de faire un calcul en quelques secondes qui prendrait 10 000 ans, c'est vraiment de ça qu'on parle aussi. Mais puis, dans le fond, si je rephrase un peu différemment, peut-être que je repose la question à laquelle tu viens de répondre, mais dis-moi, est-ce que, comment on va savoir en fait qu'on est rendu, qu'on a atteint l'avantage quantique? Est-ce que c'est au premier calcul ou est-ce qu'il faut avoir euh, est-ce que c'est faut que ce soit tout azimut ou à quel moment on l'a atteint dans le fond, Je peux, je ce peux, jalon-là sur le parcours? Je vais juste donner une définition qui n'était pas la bonne définition, mais que j'avais trouvée intéressante, qui a été offerte en fait par un étudiant à la maîtrise, Alexandre Choquette, qui a maintenant terminé, là, qui travaillait sur des algorithmes quantiques. Puis sa définition de ça, je trouvais intéressante, c'était que c'est la première fois qu'il y a un calcul qui va se faire, que les gens ne mentionnent même pas que c'est sur un ordinateur quantique. Il y a juste un calcul intéressant qui a été fait, puis c'est un détail que ça a été sur un ordinateur quantique, parce que les ordinateurs quantiques sont rendus là. Je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais je la trouvais quand même intéressante. Ah oui, vraiment, vraiment très intéressant. Est-ce que ça veut dire que les ordinateurs quantiques sont même rendus dans les chaumières ou est-ce que c'est encore centralisé comme celle actuellement, à ton avis, quand on arrive à même plus se poser cette question-là? Non, ben, en fait, je pense que ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que chacun a besoin d'un ordinateur quantique? Est-ce que j'avais besoin d'un iPhone quantique? Puis la réponse, je pense, qui est pas mal unanime dans la communauté, c'est que non. Là, on a déjà le cloud, ça nous prend juste le cloud quantique, puis notre téléphone ou quoi que ce soit peut accéder à ces ressources-là en ligne, là. Donc, on n'a pas besoin de tenter de miniaturiser ces dispositifs-là. Mais y avais-tu des éléments à ajouter? Ah, entièrement d'accord. En fait, c'est exactement ce que Alexandre disait. On n'a pas besoin d'avoir des ordinateurs quantiques, comme tu disais, dans nos chaumières, là. Pour la simple et bonne raison aussi que nos ordinateurs classiques sont super bons à effectuer un certain type d'opérations, les opérations arithmétiques ordinaires, alors que les ordinateurs quantiques vont vraiment briller dans certains cas vraiment très, très spécifiques. Et encore une fois, on est tout au début de notre route vers l'avantage quantique, justement.
pour l'instant, par exemple, il y a à peine quelques algorithmes qui existent, puis tout le monde essaye de faire des variations autour de ces algorithmes pour résoudre des problèmes particuliers. Mais c'est sûr et certain qu'avec le temps, on va y avoir de plus en plus d'algorithmes qui vont s'ajouter à la liste des algos quantiques finalement. Puis, toujours en préparation du webinaire là, avec Tom, avec qui je préparais certaines questions, on est arrivé à une question que finalement, on a décidé de ne pas vous poser, mais je vais quand même vous dire qu'on avait écrit cette question-là. La question est la suivante, dans le fond. Le jour où on développe du jour au lendemain ici, un ordinateur quantique parfait, donc avec des qubits parfaits, imaginez qu'il y en a 300, qu'il y en a 1000 ou qu'il y en a 10 000, est-ce qu'on se fait envahir? En fait, est-ce qu'il y a une puissance étrangère qui dit non, 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 c'est trop important, c'est en rupture totale avec ce qu'on a? Donc, ça, c'est la question que je ne vous poserai pas. Je vais plutôt vous la rephraser en disant, dans le fond, qu'est-ce que c'est les avantages stratégiques si on parle du point de vue défense ou qu'est-ce que c'est les avantages économiques si on parle du point de vue entreprise, dans le fond, d'avoir ces ordinateurs quantiques, appelons-les parfaits, avec des qubits là, qui seront avec beaucoup moins de bruit, en tout cas, que ce qu'on connaît actuellement. Donc, il y a vraiment les deux aspects qui m'intéressent, autant l'aspect stratégique d'un point de vue national que l'aspect économique, puis je vous laisserai aller avec ce qui vous intéresse là-dedans. Tu commencer sur celle-là, Mehdi? Ah, ok, c'est une super bonne question. En fait, ce que je dirais, ce que je rajouterais, c'est que de mon point de vue, en tout cas, la partie stratégique rejoint vraiment la partie commerciale. Parce qu'en fait, tout le monde parle beaucoup de l'informatique quantique et les ordinateurs quantiques qui vont finalement craquer les clés RSA, blabla, etc., l'algorithme de Shor. Donc, ok, c'est une chose. C'est extrêmement important pour le domaine de la défense, d'accord. Mais d'un autre côté, si jamais il y a du jour au lendemain un pays qui est capable, avec des ordinateurs quantiques que eux seuls ont, de finalement donner un avantage tellement grand à leurs entreprises que ces entreprises-là vont dominer sur toute la planète et finalement tuer la compétition, là, c'est aussi un avantage stratégique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, là, les deux ont tendance à se rejoindre quand même à un moment donné. Alexandre, est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais ajouter? Non, je suis assez d'accord avec ce que Mehdi dit. Là, la puissance de calcul, c'est un avantage stratégique. Puis une partie de la stratégie, c'est l'économie. Il y a d'autres aspects, là, mais l'économie, c'en est un important, évidemment. Parfait. Pour les gens qui sont à l'écoute, ce serait le moment de commencer à poser vos questions dans le chat si vous êtes intéressés là, à poser des questions dans d'autres directions que ce qui a été abordé depuis le début. Je commencerai avec une première question pour vous qui fait référence dans les dernières diapos que j'ai montrées là, aux feuilles de route de différentes entreprises. Bon, il y a quelqu'un qui nous demande, quand on regarde du côté des qubits photoniques, bon, je vous avais présenté deux entreprises qui étaient en qubits supra, deux qui étaient en qubits à ions piégés. Bon, il y a une question par rapport aux qubits photoniques, comment vous les positionneriez là-dedans? Je dois dire, encore une fois, par rapport à ce que j'ai présenté, c'était ce qui était disponible facilement sur le web. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont nécessairement affiché sur le web leur feuille de route. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas nécessairement l'ensemble des informations pour toutes les entreprises. Mais si vous avez des commentaires, là, Mehdi, Alexandre, sur les différents types de qubits qui existent, puis qu'est-ce qui s'en vient pour la suite là, dans les différents types de technologies au cœur des architectures des ordinateurs quantiques. Veux-tu que je commence avec un bout de réponse, Mehdi? Vas-y. Une chose que je peux mentionner, c'est que récemment, en fait, il y a maintenant, peut-être début 2021, en janvier, il y a eu un article d'un groupe chinois qui utilise un ordinateur photonique pour aussi atteindre, selon eux, l'avantage quantique, comme tu l'as défini, Ghislain, avec un problème utile. Mais l'avantage quantique, comme Google l'avait, ou ce que plutôt Google avait appelé la suprématie quantique, là, être capable de faire un calcul, même s'il n'est pas utile en pratique, plus rapidement avec leur dispositif quantique qu'avec un ordinateur standard. Et eux, ils prétendent un avantage beaucoup plus grand même que Google avait. Il y a facteur 10 à la 14, je crois. Là, donc, si ça prend quelques secondes, ça prendra des milliards d'années, quelque chose comme ça, plutôt que si ça prend quelques secondes, 10 000 ans dans le cas de Google. Ceci dit,
L'ordinateur supraconducteur de Google, comme celui d'IBM ou d'autres, est un ordinateur qui est en principe programmable, universel, sur lequel on peut faire n'importe quel calcul en principe, tandis que cet ordinateur photonique-là est construit pour répondre à une seule question. On ne peut pas le reprogrammer. Donc, c'est vraiment des bêtes très, très différentes, mais quand même, je pense que c'est super encourageant de voir que d'autres technologies qui arrivent, qui disent, ben, nous aussi, on s'approche de ça. Il y avait une question pour PsyQuantum et Xanadu. Juste pour dire que Psy et Quantum sont vraiment dans le mode stealth. On a très, très peu d'informations. Il y a eu une présentation, il y a eu une grosse conférence il y a 2 semaines en physique, le March Meeting. Il y a eu une présentation invitée du CEO de PsyQuantum, Jeremy O'Brien, qui a parlé pendant 30 minutes pour essentiellement rien dire. Donc, c'est super ce qu'ils font. Ils font des avancées, mais on n'a pas plus d'informations. Xanadu semble beaucoup plus ouvert, puis ils ont écrit des articles intéressants, dont un dans Nature un peu plus tôt cette année, qui donne un blueprint pour leur développement. Donc, il y a des avancées intéressantes. Ceci dit, en ce moment, je pense que c'est correct de dire que Supra et Ion sont quand même plus en avant. Oui, c'est Puis on a déjà parlé de qubits de spin, par exemple. Il y a 2 webinaires. Donc, si vous êtes intéressé aux qubits de spin, c'était il y a 2 webinaires avec Michel Bureau-Ladrière, entre autres, là, à l'Institut quantique, là, qui vient nous raconter ce que c'est. Mais Mehdi, tu allais renchérir sur les différentes architectures, puis sur ce qu'Alexandre nous disait. Oui, en fait, nous, on est pas mal exposé à CQC, à toutes les startups finalement du côté hardware. Donc, on travaille avec, à cause du compilateur qu'on a justement, donc on travaille avec des compagnies qui vont de Ion Piégé, par exemple, comme EQT en Europe, ou même Pascal, qui sont du côté des atomes froids en France. Et on essaie d'étendre nos collaborations avec de plus en plus de startups dans le domaine hardware. Et ça fleurit pas mal vite, pour être honnête. OK. Puis parlant de fleurir vite, en fait, ben on sait il y a beaucoup de hype, beaucoup d'engouement là, par rapport à tout ce qui est informatique quantique. Puis j'aimerais vous entendre un peu sur comment on fait pour garder la tête froide, puis comment on démêle, dans le fond, je veux dire, le vrai, non pas du faux, mais le vrai du hype, justement, parce qu'on peut être étourdi assez rapidement quand on regarde les nouvelles, quand on regarde les promesses, quand on regarde tout ce qui s'en vient. Donc, comment on fait pour garder la tête froide tout en étant réaliste sur la vitesse d'avancée? Tantôt, Alexandre, tu nous disais ça va plus vite que ce que je suis capable de prédire quand je fais juste regarder les dernières années. C'est pas linéaire, c'est exponentiel. Mais quand même, si on ne veut pas se perdre dans tout ça, il faut avoir un certain sang-froid. Comment on fait pour démêler donc tout ça? Excellente question. C'est pas facile parce que si il y a 2 choses, là. Si on lit des press releases, ces press releases-là ont souvent tendance à être plus enthousiastes que ce qui s'est vraiment passé. Puis quand on lit les médias aussi, sont souvent plus enthousiastes parce qu'on veut raconter des bonnes nouvelles, des belles nouvelles. Donc, c'est pas une question facile, honnêtement. Je pense que ce genre d'événements-là, comme aujourd'hui, sont là pour justement essayer de donner l'heure juste autant qu'on le peut. Je pense que comme chercheur, par exemple, il faut donner l'heure juste, mais on ne cachera pas notre enthousiasme par rapport à tout ce qui se passe. Mais quand même, on est là pour aider à donner l'heure juste. Sinon, il y a des ressources. Le mieux, c'est que si on est un expert, c'est de lire les journaux spécialisés, mais il y a des ressources quand même. Il y a des très bons articles dans Scientific American ou d'autres revues un peu plus vulgarisées qui vont tenter de donner un peu l'heure plus juste. Hein. Oui, OK. encore une fois, je suis entièrement d'accord. Et je dirais, pour ajouter à ça, c'est que ça prend une bonne dose de café, de bonnes heures de lecture d'articles scientifiques. En fait, moi, c'est comme ça que je fais là. Je m'en remets toujours à la science finalement. Et comme disait Alexandre, là, les press releases, là, souvent, sont extrêmement enthousiastes. Et en particulier, ce dont je me méfie le plus, c'est quand des entités vont se vanter de quelque chose, mais qu'il n'y a aucun backup au niveau de la science. Pour moi, là, c'est vraiment la lumière rouge là, qui clignote. Là. Ouais. Donc, je me remets toujours, encore une fois, à la science.
OK. Toujours dans les questions qu'on a dans le fil de questions, Alexandre, celle-là est pour toi. Comment est-ce que ça serait possible de qualifier l'impact, en fait, des différents groupes de recherche de l'Université de Sherbrooke versus toute la recherche mondiale dans le secteur? Donc, comment on se situe à l'IQ, là, essentiellement, là, sur la scène internationale? Alors, on se situe vraiment très bien. En fait, à l'Institut quantique à l'Université de Sherbrooke, on a une combinaison d'expertise qui est assez unique, là. On a des chercheurs en information quantique, c'est là dont on parle aujourd'hui. On a des gens dans cette branche-là qui s'intéressent au développement du hardware, du matériel, qui font les expériences au laboratoire, que ce soit sur les supraconducteurs, sur les semi-conducteurs, que ce soit du développement des qubits eux-mêmes, que du développement de l'électronique qui est nécessaire autour de ces dispositifs-là. Puis on a des gens comme un groupe qui s'intéresse plus à l'aspect théorique, au développement théorique de ça. Donc, ça prend vraiment cette combinaison d'expertise-là. Mais c'est vraiment juste une des facettes de ce qu'on a de spécial. On a aussi des gens en matériaux quantiques qui développent des nouveaux matériaux, qui ont des propriétés exotiques qui sont issus du quantique. Puis on sait que le nouveau matériau amène des nouvelles possibilités. Puis évidemment, ça ne peut pas être juste des physiciens qui pensent à ça, parce qu'on se veut passer de sciences quantiques à technologie quantique, ça nous prend des ingénieurs aussi qui mettent en pratique ces idées-là, qui passent des idées au prototype. Donc, vraiment, avec toute cette facette-là, si je peux me permettre de rajouter un élément, en fait, c'est quand on rajoute le fait que l'Institut quantique, c'est juste un des maillons d'une chaîne du développement de l'ordinateur quantique. On a aussi le 3IT, l'Université de Sherbrooke, qui est un institut de prototypage, on a de la microfabrication de dispositifs. Puis ensuite, le C2MI qui peut mettre à l'échelle ces idées-là. C'est vraiment une chaîne qui passe dès la découverte jusqu'à l'innovation qui est pas mal unique, là. Désolé pour la longue réponse, mais il y en aurait beaucoup Oui, à ben c'est dire parfait, sur celle-là. merci. Il y en a beaucoup. Puis écoutez, on va continuer avec les questions, mais il y en a énormément, il y a beaucoup d'actions. Si je vais avec une suivante, Mehdi, je te lancerai celle-là. On a quelqu'un qui s'intéresse à la relation entre les technologies quantiques et les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Est-ce que ce serait possible de nommer un ou deux thèmes ou sujets de recherche où il y aurait le plus de synergie avec un et l'autre, donc, pour avoir des avancées et des percées là, du côté recherche, donc la synergie entre l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques. Qu'est-ce que ça serait là, des bons sujets là, pour commencer une recherche? C'est une super bonne question. En fait, justement, on vient de publier il y a quelques semaines un article là-dessus où on espère vraiment faire la connexion entre l'info quantique et l'intelligence artificielle. Donc, il y a tout un domaine qu'on appelle quantum machine learning. En fait, c'est comment appliquer des techniques d'informatique quantique de manière à ce que l'écosystème d'intelligence artificielle puisse en bénéficier. C'est pas facile du tout. Il y a même, selon les personnes auxquelles on parle, il n'y a pas forcément consensus. Il y en a certaines qui vont être justement enthousiastes et bien montrer que oui, oui, c'est possible et puis c'est comme ça que ça marche. D'autres qui vont dire, ah, peut-être va falloir attendre encore. Donc, c'est un domaine de recherche en pleine expansion. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Nous, à CQC, on a toute une équipe qui est vraiment dédiée à Quantum Machine Learning. Xanadu, par exemple, aussi travaille énormément là-dessus. Et ce que je dirais, c'est que ce qui est assez fascinant en ce moment, c'est qu'on a d'un côté l'espèce d'écosystème massif d'informatique quantique qui bénéficie de beaucoup d'investissements, avec de potentielles retombées industrielles extrêmement importantes, et aussi le vieux, entre guillemets, écosystème de tout ce qui est machine learning, deep learning, qui a bénéficié d'investissements massifs il y a quelques années. Et là, si on est capable finalement d'avoir une bonne synergie entre les deux systèmes, je pense que vraiment ça va amener à quelque chose qui est assez fantastique. Et par exemple, un autre domaine d'application serait tout ce qui est Quantum Natural Language Processing, qui, si jamais on arrive à faire des avancées assez conséquentes, va amener vers des découvertes et des applications assez incroyables.
Parfait, merci. Alexandre, je pense que la prochaine serait pour toi. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des supraconducteurs à haute température? Donc, quoi, les supraconducteurs actuels les plus chauds, c'est quoi, autour de moins 40, moins 60 degrés Celsius, quelque chose comme? Donc, est-ce qu'on est capable d'utiliser des supraconducteurs à haute température dans les ordinateurs quantiques, alors qu'aujourd'hui, bon, on a des supraconducteurs dits de type 1 là, qui sont encore utilisés, là? La réponse est on pense que c'est pas possible ou utile de faire ça. Les supraconducteurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on opère à basse température, puis il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas si dramatique de faire ça. Premièrement, maintenant, aller à très basse température, c'est simple. Il y a des machines qu'on peut acheter presque plug and play où on peut atteindre ces températures très, très froides qui sont requises. Il faut remarquer aussi les matériaux qu'on utilise, l'aluminium devient supraconducteur à 1 degré Kelvin, moins 272 degrés Celsius environ, mais qu'on essaie d'aller beaucoup plus loin que ça encore. Puis pourquoi on va beaucoup plus loin que ça? C'est que c'est pas juste qu'on veut profiter de la supraconductivité, c'est qu'on veut aussi freiner tout le bruit, toutes les fluctuations qui existent. Donc, il n'y a pas nécessairement opérer à plus haute température, il n'y a pas nécessairement d'avantage. Puis, ceci dit, les supraconducteurs à plus haute température ont des propriétés intrinsèques qui font que ça fonctionnerait moins bien qu'avec l'aluminium. En fait, l'aluminium, c'est un matériel tout à fait spectaculaire, qui a des propriétés vraiment spectaculaires pour l'ordinateur quantique. C'est vraiment, on dirait que ça avait été fait pour ça. C'est bon, ça. Midi, une question pour toi qui reprend un peu l'idée que tu nous disais tout à l'heure qu'il n'existe pas de mémoire quantique qui serait complémentaire, dans le fond, au processeur lui-même qui est quantique. Donc, la question est la suivante. Est-ce que vous anticipez des cas d'usage d'ordinateurs quantiques connectés à des capteurs quantiques? Donc, les données seraient déjà quantiques, là, pour reprendre un peu ta définition tout à l'heure il faut loader le problème. Donc, il faut amener les données classiques, les amener dans l'ordinateur quantique de la bonne façon si on ne veut pas perdre notre avantage. Mais là, la question est intéressante. Si nos données étaient déjà quantiques provenant d'un capteur quantique et que les deux étaient interconnectés ensemble, est-ce que là, on serait capable d'avoir un avantage plus rapidement, quelque part? J'adorerais. Pour être honnête, j'adorerais. C'était en fait, quand j'ai fait ma revue d'article pour le Quantum Image Processing, il y a une technique qui est basée sur l'assertion que oui, ce genre de connexion existerait, ce qui simplifierait vraiment beaucoup les choses. Après, pour l'instant, on n'a pas encore. Ça serait encore une fois assez excellent d'être capable d'avoir du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne tout en quantique. Je pense par contre que ça va prendre pas mal de temps, pour être honnête. Après, avant, probablement, ce qui va se passer, c'est déjà, au niveau de interconnexion, il va se passer probablement l'interconnexion de différents ordinateurs quantiques les uns entre les autres, là, des différents frigos à dilution finalement, et ce qu'Alexandre mentionnait à un moment donné. Après, ça ouvre la porte à une espèce de version du parallélisme classique, mais quantique. Il y a plein de questions qui se posent, et encore une fois, on est vraiment tout au début de l'histoire. C'est un petit peu comme en 1945, là, quand on voit les photos là, de l'ENIAC, etc. Là, il n'y a personne qui allait s'imaginer à ce moment-là que je prendrais mon téléphone et je ferais mes opérations bancaires en attendant le métro à Toronto. Là, c'était impensable. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Il y a encore beaucoup de questions dans le chat. On va essayer de ne pas le fermer là, quand on arrêtera la conférence. Peut-être qu'on peut répondre à une, deux là, à la suite quand ce sera terminé. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Ça a été vraiment très agréable de vous lire, de lire vos questions. Alexandre Mehdi, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à l'avantage quantique avant que ça se termine? Qu'est-ce qu'on garde de cette heure-là qu'on vient de passer ensemble là, pour la suite de l'aventure quantique? Alexandre, si on commence avec toi. Oui, une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'espèce de débat sur est-ce que ces réalisations expérimentales-là de l'avantage quantique sont vraiment réelles? Est-ce qu'elles sont vraiment plus rapides que les plus puissants ordinateurs de la planète? Cette question-là, moi, je la trouve fascinante. On est rendu à un moment du domaine où on se demande si 50 qubits imparfaits sont aussi puissants
qu'un super ordinateur, ou même qu'une centaine de GPU, ou même que mon laptop, c'est pas grave. Mais on est rendu à se poser ce genre de questions-là, quand on pense que l'industrie de la microélectronique s'est développée sur 75 ans avec sûrement des centaines de milliards de dollars que ça a pris pour faire ça. On est rendu à cette étape-là maintenant. Le futur est pas mal excitant. Merci. Mehdi, de ton côté, écoute, tu aurais le mot de la fin à l'instant. Ben, moi, je dirais encore une fois que, franchement, là, on est tout au début. Ce que j'apprécie grandement avec cette histoire quantique, c'est que toutes les années que j'ai passées à me gratter la tête en essayant de résoudre les équations de la mécanique quantique, ce qui fait que j'ai plus de cheveux maintenant, là, bah, finalement, c'est vraiment maintenant que je commence à avoir un bon goût de ce que ça va pouvoir donner pour le futur et les générations futures, en tout cas. C'est le début d'une formidable aventure, de mon point de vue. Ben, Mehdi, Alexandre, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, donc dans la série des webinaires des curieux quantiques. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à l'infolettre ou à la liste d'envoi qu'on a là, pour recevoir toutes les informations, je vous invite à le faire en vous inscrivant là, sur la page web de Curieux Quantique. Vous devriez retrouver là, dans quelques instants le lien dans le chat. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Puis ben, à bientôt.